le métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Je vais reposer voilà, un peu le cadre du projet. C'était d'interviewer en fait un grand panel de sexologues, sexothérapeutes. En fait, voilà, j'avais mis sous le métier des sexos parce que je me rends compte que d'une part, on est tellement avec différentes valeurs, différentes approches que c'est intéressant de le présenter au public de cette manière-là. Et puis parce que j'ai eu les derniers temps beaucoup d'étudiantes en psycho, mais dans d'autres filières aussi, qui me posaient la question de qu'est-ce que c'était mon métier. Et en fait, Mm. je trouvais ça beaucoup plus riche qu'elles aient un panel plutôt que juste ma voix à moi. Et donc, du coup, c'est dans ce sens-là que j'ai repris leur questionnaire à eux. Donc, il y aura des questions un peu des fois rigolotes ou voilà, qu'on s'entend pas forcément. Mais l'idée, c'est de, voilà, de venir mettre les couleurs un peu de chacun sur cette proposition. Et donc, du coup, de venir mettre ta couleur à toi également. Ouais. Et en plus, il n'y a pas vraiment de fédération en sexo. Autant les ostéos, je sais pas moi, les psychos, tout ça, enfin, ils ont des fédérations. Nous, on n'a pas vraiment de fédération, en fait. C'est un peu Et puis, compliqué. c'était aussi, c'est ce métier, c'est un nouveau métier en devenir. Donc, Mm. effectivement, Netflix en a beaucoup parlé dans certaines séries. Voilà, ça commence à se parler, mais en même temps, ça se parle sous un truc, mais on ne sait pas ce que c'est dedans. Et donc, du coup, Mm. l'idée, c'était de pouvoir dire que ce dedans, il va être en fonction de la personne qui le propose. Donc, ça, c'est déjà une première chose à permettre de capter. Et puis, ce dedans, il peut permettre beaucoup, beaucoup de choses selon moi. Et donc, du coup, c'était aussi un petit peu ça. Ouais, ouais, ouais. Ok. Super. Donc, Donc, du coup, peut-être. oui. Ouais, dis-moi. Donc, du coup, la première question, c'était est-ce que tu veux déjà bien te présenter avec ton nom, ton prénom et selon voilà, comment tu te désignes au niveau de ta fonction? Eh ben, donc, je m'appelle Aurore Paulier. Je suis sexothérapeute et thérapeute couple à Annecy. Euh, Sexologue, je le dis pas souvent parce que c'est souvent confondu en France avec un médecin. Et bon, bah, je suis pas médecin, donc des fois on me dit, est-ce que vous pouvez faire des ordonnances? Non, je peux pas. Voilà, et j'ai deux certificats donc qui sont valables dans la francophonie. Et en fait, j'ai été formée par un Belge et un Québécois qui ont monté une formation commune qui n'existe plus à ce jour puisque le Québécois a pris comme sa retraite entre guillemets. Voilà, et donc c'est Yves Psalty, le Belge, qui lui a refait une formation avec d'autres. Je ne sais pas si tu le connais. Et puis Yvon Dallaire, qui est plutôt psychothérapeute couple. Et Voilà. donc, je veux bien, du coup, pour les gens qui connaissent pas, du coup, cette formation-là, c'est quel type d'approche ou c'est quel, voilà, toi, c'est quoi tes outils Alors, finalement? en fait, pourquoi je l'ai pris cette formation, c'est parce que je l'ai trouvée hyper pratico-pratique. Et vu que j'ai un diplôme d'état d'assistante service social de base,
En fait, j'avais pas besoin de refaire une formation de A à Z où on m'explique c'est quoi la relation d'aide, c'est quoi la juste distance, c'est quoi l'alliance thérapeutique, c'est quoi je sais pas quoi. Donc, j'avais vraiment besoin d'aller au cœur du métier, en fait. Et donc, pour le coup, il y a eu beaucoup de théories, mais il y a eu beaucoup de comment on peut mettre en place un entretien en thérapie couple, c'est quoi la sexothérapie actuelle, comment on en est venu là, qu'est-ce qu'on peut traiter, comment on peut le traiter, donc avec déjà des outils. Puis après, j'en ai créé d'autres avec les clients parce que j'ai tout de suite capté que mes clients cherchaient, ils avaient déjà été voir des psys, ils avaient déjà été voir, je sais pas, urologue, médecin. Et en fait, ils viennent nous voir pour justement acquérir des outils, pour développer des compétences. Et ils viennent pas pour analyser juste les choses. Analyser les choses, franchement, 80% des clients analysent super bien leur situation. C'est pas le problème. C'est juste plutôt l'après. Donc en fait, je me situe un peu comme entre une psy qui est sur le passé, on va analyser le passé, et en même temps une coach quelque part où on est sur tout de suite le présent et l'avenir proche. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans les prochaines semaines pour faire évoluer le schmilblick? Donc voilà. Super. Donc ça touche des neurosciences, ça touche plein de choses, quoi. C'est hyper intéressant. Génial. Donc, du coup, ton parcours professionnel au départ, tu me disais, donc toi, tu es Assistant de service social. Donc j'ai eu le diplôme en 2003 et déjà en 2003, je voulais être conseillère conjugale. Et je me suis dit, non, mais attends, tu as une toute petite vingtaine d'années. Qu'est-ce que tu vas aller dire aux gens? Qu'est-ce que tu vas pouvoir les conseiller? Finalement, j'ai fait beaucoup de soutien à la parentalité, mais quand on touche à la parentalité, on touche à la conjugalité. Donc pendant des années, j'étais à l'aide sociale à l'enfance, j'ai en gérontologie et les 10 dernières années, j'étais dans une association très militante qui accueille des personnes qui avaient des maladies chroniques, donc ce qu'on appelle les maladies invalidantes. Et donc, historiquement VIH, mais aussi tout ce qui est autour cancer, mais toutes les maladies chroniques, tu vois, avec de la précarité. Donc, on avait des appartements, l'association a des appartements thérapeutiques dans la ville et puis on les accompagnait de A à Z. Donc, j'ai fait de tout. J'ai fait Valérie Damido à remanier la décoration d'un appart. J'ai accompagné les gens, tu vois, à la préfecture. On était en guéguerre contre la CAF et tout ça. Et en même temps, beaucoup, beaucoup de psychologie. Et comme par hasard, tout le monde me parlait de sa sexualité. Donc, ça faisait beaucoup rire mes collègues qui disaient, ah, mais attends, on va envoyer Aurore tout ce qui est conjugalité, sexualité. Voilà. Et puis à cette époque-là aussi, je me retrouve à mi-temps, parce que c'est une création de poste à mi-temps. Je me dis, mais je ne vais pas rester à mi-temps faire j'ai l'impression de faire du ménage tout le temps chez moi, peut-être en lot de mi-temps. Je me dis, attends, il y a un problème, quoi. Et finalement, je me mets à être. Je me lance un défi. Et en fait, j'aime bien les défis. Et en fait, je deviens conseillère à domicile, sextoy, de massage, lingerie, pour 3 sociétés différentes pendant 9 ans. Et à chaque fois, je vais être l'instigatrice, enfin, l'élément déclencheur, en tout cas, qui va changer de boîte, parce que je considère plus que c'est un deuxième job, que c'est un job plaisir aussi, et on se doit d'être dans une boîte où on est bien, on est épanoui, et en même temps, où on vend aussi des produits de qualité pour lesquels on croit énormément. Voilà. Et il va y avoir un fil rouge comme ça va être une marque qui est annoncienne qui s'appelle Yes for Love, qui est une marque de cosmétiques français super bonne qualité, qui a une quinzaine d'années maintenant. Voilà. Et qui est, dont la sexothérapeute phare est une de mes meilleures amies. Ils ont recruté Myriam, et qui était ma chef à l'époque. Voilà, chez les boîtes respectives. Et j'ai beaucoup appris sur le terrain, beaucoup appris, parce que tu vois, j'animais en fait des groupes de femmes, notamment, mais aussi des groupes en couple. Et là, c'était les échanges, c'était waouh, des témoignages hyper personnels, hyper intimes. Et là, je me suis dit, il y a un truc quand même où, enfin, j'en parlais souvent à mon médecin, gynéco, tout ça, je disais, mais en fait, il n'y a pas de lieu pour parler de sexualité. Finalement, on peut en parler un petit peu avec nos amis, mais en plus, entre mecs, c'est souvent très grivois et graveleux. Et en fait, il n'y a pas forcément des échanges sur l'intimité. Donc, dès que j'ai ouvert mon cabinet, tout de suite, je me suis dit, OK, les réunions sextoy, on continue un petit peu. J'ai continué 1 an et demi. J'ai arrêté juste avant le premier confinement, donc il y a 3 ans pile. Et par contre, on va ouvrir un autre lieu. Et donc, c'est là où j'ai créé les apéros sexo, qui marchent super bien. Donc, il y en a 2 par mois. Et là, on est en train de créer un autre sur Genève.
Donc voilà, pour libérer la parole, pour que les gens puissent s'exprimer dans un cadre sécure, bienveillant. Tu vois, je tiens vraiment au cadre, non jugeant, etc. Et les gens se lâchent, ouais, c'est très étonnant, mais en fait, ils me disent à chaque fois, oui, mais entre inconnus, on peut se lâcher, on ne se sent pas jugé. Alors qu'avec nos amis, des fois, on se sent un peu plus jugé. Puis après, même, ils deviennent des amis entre eux. Il y a vraiment Super, des du liens coup, tu d'amitié as forts entre répondu à plein de mes questions, mais on va les reprendre comme ça. Donc, du coup, ce que j'ai entendu par rapport au parcours professionnel, c'est que tu as eux. Ouais. engrammé plein de connaissances, plein d'expériences qui ont fait qu'effectivement, ça t'a fait évoluer vers ce métier actuel. Ouais, c'était presque obligé que j'y arrive, quoi. En fait, je me suis arrêtée à un moment donné, en 2013, j'étais en congé parental. Et là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? C'est continuer à être assistante sociale. Et je m'étais toujours dit, vu que j'ai commencé très jeune ce métier, je vais pas faire ça pendant 40 ans. Donc, je vais pas être une vieille assistante sociale aigrie à la fin de carrière qui m'accroche à mes petits avantages et qui puisse plus partir. Donc, à un moment donné, faut savoir partir. Et je m'étais toujours dit, il faut savoir partir aussi en rythme de croisière. Et ce que j'ai fait d'ailleurs dans les Réunions Sexpress, c'est que je ne pouvais pas être une plus. J'avais gagné les voyages, les machins, les trucs. J'étais première ou deuxième conseillère de France. Donc, je ne pouvais pas avoir plus. Donc, à un moment donné, faut évoluer. C'est pas évident hein, de sortir de sa zone de confort, de se dire, bon, allez, je lâche tout. Le truc qui me fait vibrer, mais ça me fait moins vibrer finalement. Donc, ouais, je m'étais dit en 2013, ça serait bien de revoir tes priorités qui sont plutôt conseillère conjugale, sexothérapeute. Et là, je commence à chercher et tous les ans, je demande à mon chef, bah ouais, je veux faire la formation de sexothérapeute, thérapeute, parce que toutes vos formations là annexes, c'est bon, je les ai déjà faites. Et chaque fois, ils me disent, bah non, il n'y a pas le budget. Voilà. Et un jour, j'arrive et mon chef, hyper intelligent, que je revois toujours, mon ex-chef, je dis toujours mon chef, mais ex-chef, Erwan, il me dit, enfin, je lui dis, je veux un entretien exceptionnel avec toi, entretien individuel professionnel. Et je dis, ça va pas du tout. En fait, ça fait 9 mois que je suis enfin, j'ai l'impression de faire une espèce de burn-out et tout. Je suis pas bien. J'ai plus envie de venir au boulot. Je trouve plus de sens à mon métier. J'ai l'impression que j'ai fait le tour. Les gens, ils me sortent par le trou de nez. J'en peux plus. Et il me dit, ouh là là, alors moi, je suis pas là pour que mes employés soient mal. On est financé par le ministère de la Santé. Hors de question que tu finisses en arrêt maladie. Donc, tu sais quoi? Eh ben, en fait, ta formation que tu me demandes depuis 7 ans, tous les ans, bah ok, c'est ok, vas-y. Mais je dis, mais il y a du budget. Parce qu'on était septembre. On était au mois de septembre, en fin d'année. Oui, oui, t'inquiète, on trouvera. Ah bon. Et puis, donc, on te paye les trajets, le repas, enfin tout, quoi. Et je me suis dit, waouh. Et même, tu pourras récupérer s'il faut, si c'est les week-ends et tout. Ok. Et j'en parle à une de mes meilleures amies, donc Myriam d'ailleurs, qui est sexo à Yes for Love, et elle me dit, ah, mais moi aussi, je veux le faire. Et donc, on l'a fait ensemble. Voilà. Et donc, c'était génial de partager ça avec elle. On était à Lausanne, on était à Paris, à Lyon. On a rencontré plein de monde différents. C'était super intéressant. J'ai adoré. J'entends ta joie de vie et ton envie de partager, c'est trop chouette. Euh, mais du coup, ce que j'ai entendu, c'est que dès le départ, ce sujet-là de l'intimité, de la sexualité du couple, ça faisait déjà un peu partie de ta manière de faire. Mais au fond, finalement, qu'est-ce qui t'a motivé à développer ces compétences-là? Est-ce que toi, tu as réfléchi un petit peu à pourquoi t'en es arrivé là? En fait, quand j'ai fait une année à la fac entre mon bac et l'école d'assistante de service social, parce que c'était pas évident à 18 ans de débarquer à l'école d'assistante. Ils nous prenaient plutôt vers 25 ans, ils m'ont pris à 19 ans. J'étais une des plus jeunes déjà, tu vois. Et donc, je fais cette année un peu de transition où j'y crois pas trop la fac. En plus, ça me parle pas du tout la fac. Bon, la fac. Et en fait, je suis dans cette formation de socio-psycho. Il y a un truc qui m'intéresse, c'est qu'on fait une étude sur comment se rencontre le couple. Donc, je te remets ça en perspective, c'était en 1998. Donc, actuellement, on ne parlerait pas du tout de la même chose. Il n'y a pas les applications de rencontre et tout à l'époque. Et là, je rencontre des couples super intéressants qui m'expliquent comment ils se sont rencontrés, comment ça a fonctionné dans leur couple, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, etc. Et je me dis, mais c'est hyper intéressant, le couple, là. On a un truc, là. Là, je sens que c'est le foyer émotionnel. Et même moi, dans ma vie perso, je suis très tôt en couple, en fait. Moi, je suis en couple à mes 15 ans, jusqu'à mes 19 ans. Après, je rencontre quelqu'un de 19 et demi à 28. Et après, de 29 à
30, on reste jusqu'à quelle ouais, presque 40, presque C'est 40. des grandes étapes. Non, à 40 et quelques, 40, 41. Ouais, à chaque fois, j'ai des longs couples, en fait. 4, 9, 11. Et pour le coup, moi, le couple m'a toujours intéressée. Je regarde tout le monde aussi, comment il fonctionne. Et je vois aussi l'évolution de la société là-dessus. Voilà. Super. De manière pratico-pratique, du coup, comment tu exerces? Donc, tu as parlé des cafés sexos, donc cette dynamique de groupe et ces structures-là. Voilà, déjà, est-ce que tu es à ton compte? Est-ce que tu es dans une structure? Et puis, du coup, voilà, c'est quoi tes multiples casquettes? Parce que je sais que, voilà, il y en a plusieurs au niveau professionnel. Ouais. Alors là, j'étais auto-entrepreneur jusqu'à maintenant. Et là, le 1er mars, j'ai ouvert ma société en SARL, en EURL. Voilà, donc c'est tout récent. Une grande Parce étape, que j'ai bravo. dépassé, ouais, merci. En fait, j'ai dépassé le plafond d'auto-entrepreneurs. Donc ça sert à rien de rester en auto-entrepreneur, mais c'était une super, c'est une super, comment dire, c'est chouette que la création d'auto-entrepreneur parce que ça nous permet de commencer de manière cool, quoi, sans avoir trop de pression. Donc j'ai trouvé ce statut intéressant. Voilà. Donc là, ça a évolué. Je suis à temps plein donc à mon cabinet qui est à Annecy, et puis je suis 4 jours par semaine au cabinet. Là, c'est récent, ça. J'ai un peu fait évoluer les situations et j'ai 1 jour et demi en virtuel chez moi. En fait, j'ai acheté une maison. Je me suis dit, mais j'ai envie de profiter de la maison aussi. J'en ai marre d'aller au cabinet parce que je n'habite pas à Annecy. Donc, j'ai une demi-heure à chaque fois, une grosse demi-heure pour y aller. Puis, il faut y aller en avance, faire le ménage. Bon, voilà. Donc, j'ai sous-loué là à une autre thérapeute sophrologue, autre thérapeute énergéticienne et tout ça, les mercredis et samedis, le cabinet. Donc, du coup, Là, tu au fais 1er des avril. consultes pour les individuels et les couples au cabinet, c'est ça? Mhm. Ouais, il y a plus de temps couple que de temps individuel, mais j'ai été formée pour les accompagner aussi en individuel. Donc, ce que je leur propose dans un premier temps, c'est 30 minutes chacun en individuel et 1 heure en temps couple. On essaye de se faire 2 heures, hop, un petit package de 2 heures. Au départ, j'étais sur un temps de 3 heures. Je trouvais ça hyper long et hyper fatigant. Et puis, je me suis dit des fois que pour certains, bah, c'était pas mal de 30 minutes, 30 minutes. Et après, si on a besoin encore de temps individuel, on le fait. Et ensuite, je fais un petit peu en fonction de leurs demandes, de leur budget, de ce que je pressens. Je me dis, ah non, là, en individuel, ce serait bien. Enfin, je dis souvent que pour doper ou bouger la dynamique couple, hein, bah, il faut bouger la dynamique individuelle. Et en plus, ils sont 2 entités différentes. Ben, tu peux pas, tu peux pas travailler de la même façon pour les deux, quoi. Super. Voilà. Et je travaille beaucoup en collaboration aussi avec d'autres professionnels parce que je pense que j'ai pas la science infuse. Donc, tu vois, je travaille avec des kinés, je travaille avec une hypnothérapeute, réflexologue, énergéticienne, etc., etc. Génial de créer ce maillage-là pour avoir cette Ouais. Ouais, tout de complétion. suite, quand je suis arrivée, je me suis dit, en fait, ce que j'aime, c'est le travail en réseau. Donc, je peux pas faire sans. Et j'ai créé un réseau autour de moi, ce qui fait que quand je leur dis, allez là-bas, je le sens vraiment bien pour vous, bah, franchement, ils y vont. Ah, Donc, je me super. dis, waouh, j'ai un pouvoir de fou. Ah, il y a Mais une confiance qui s'est posée de ouais, telle non, il y a une manière que ce énorme que tu confiance. proposes, voilà, c'est ça. Ouais. En fait, Super. souvent, quand ils viennent nous voir, je trouve, c'est qu'ils ont été voir déjà psy, médecin, etc. Ils viennent un peu, c'est pas la dernière chance, mais ils sont complètement perdus et vraiment mal. Donc, ils ont besoin de réponses, ils ont besoin de bosser sur eux. Et notamment, alors j'aime beaucoup l'hypnothérapie comme discipline, le MDR, parce qu'on va travailler sur l'inconscient. Et je ne sais pas si tu travailles avec ce genre de discipline, toi, Ah, moi, mais j'utilise l'EFT du coup. l'EFT, ok. Voilà, la Ouais, ouais. petite sœur. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et pour le coup, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a des choses qui sont quand même bien nouées, bien traumatisants depuis longtemps, longtemps. Donc, il faut aller chercher tout ça et remettre des messages positifs. Ouais. Mm. Selon toi, quelles sont les compétences nécessaires pour exercer ta profession? Quelles sont tes... Voilà. Bah déjà, j'ai envie de dire très à l'aise avec la notion couple et la notion sexualité, parce que ça, c'est clair qu'on rentre dans tous les détails de la sexualité, hein. Parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat, et il faut rentrer quand même dans des détails, parce que, ok, oui, donc on fait l'amour de manière classique, c'est-à-dire, c'est quoi classique? Qu'est-ce que vous entendez par classique, quoi? Voilà, enfin, à un moment donné, bon, il faut rentrer un peu dans le détail. Euh,
Bah, je pense qu'il faut être bienveillant et empathique, voilà, envers la personne. On n'est pas là pour les juger, on n'est pas là pour faire à leur place. On est là pour les accompagner, les guider, leur proposer, mais c'est eux qui font. Moi, je leur envoie beaucoup vers leurs responsabilités. Voilà, parce que je leur dis souvent, c'est vous les acteurs, réalisateurs. Vous êtes un moulin, moi j'ai un petit peu d'eau à votre moulin, mais c'est vous qui le faites tourner, quoi. Moi, je sais pas faire à votre place. Moi, je leur envoie beaucoup vers ça. Je leur parle beaucoup de l'alliance thérapeutique. Et qu'est-ce qu'il faut comme... Bah, en fait, moi, j'ai un système en arborescence, en fait, dans ma tête, donc je fais des liens très facilement. Je n'ai pas besoin de relire 15 fois les notes, en fait. Je fais des liens. Donc, mais ça, c'est le côté HPE, quoi. Ça m'aide. C'est une Donc, compétence qui, du coup, est intéressante pour toi, ouais, d'avoir justement cette ouais, arborescence à l'intérieur qui ouais, permet de voir plein de pistes différentes. Tu parlais tout à l'heure, voilà, des clés, d'avoir ouais. plein d'outils, plein de clés qui permettent de trouver en fonction des serrures qui sont posées, quoi. Oui, puis après, quand je rencontre des gens aussi, des clients qui sont hypersensibles, tout de suite, on se parle, il y a un langage commun. Ok. Et donc, quand l'autre, par exemple, quand c'est un couple et il y en a un qui ne lit pas, eh ben, j'explique à l'autre comment il fonctionne, en fait. C'est hyper intéressant. Euh, ouais, je trouve que c'est une capacité, ça. Après, quand je suis trop, trop, trop fatiguée, je vois que l'hypersensibilité, ça ne va plus, hein. Là, je sens que si je suis trop dans l'hypersensibilité, après, je fatigue émotionnellement aussi, que je me sens moins dans le game, là. Faut que je puisse me ressourcer aussi. J'ai appris beaucoup de ça. Ça me prenait moins au trip quand j'étais assistante sociale, je trouve. Il y a quelque chose de différent, pas de plus personnel, mais en tout cas d'un investissement qui est différent. Ouais, ouais, je trouve. Parce qu'en plus, les gens viennent vraiment nous chercher pour trouver des solutions. Donc, bon, ok, là, il faut que je sois ultra concentrée sur la situation pour essayer de justement démailler un petit peu le fil, là, la pelote de laine, là, tout embrouillée, et se dire, ok, là, alors il y a ça, je vois ça, je vois ça. Et puis, bah, on verra la prochaine fois hein, s'il y a autre chose, mais ils sont très en demande de ça quand même, ils sont exigeants, j'ai envie de dire même. Ouais, ils sont en exigence d'outils, que ça avance. Donc bon, donc faut essayer de répondre au mieux. Et des fois, bah, je leur dis souvent, des fois ils me disent, bon, et qu'est-ce que vous pouvez nous proposer là? Parce qu'ils proposent, ils demandent rien d'un coup. Et moi, je leur demande, mais c'est quoi votre demande réellement? Parce que moi, je peux pas être une boîte à outils grandeur nature là. Bah, moi, je pars de votre matière à vous aussi. Parce que des fois, ils ont rien à me dire. Bon, on vous écoute. Bah non, je vous écoute vous, puis après, C'est cette compétence finalement à remettre la responsabilité, remettre le positionnement en tout face le en temps. disant, voilà, il faut être acteur aussi de cet Ouais. accompagnement. Ouais. Puis je les sens très très motivés au départ et beaucoup moins ensuite, quoi. Il y a vraiment des vagues comme ça, donc je leur explique c'est normal, venez quand même, même si vous êtes au creux de la vague, on repart sur notre dynamique. C'est pas on prend l'ascenseur, on va au septième ciel, on n'aimerait rien ça, mais non. Cette baguette Donc voilà. magique. Ouais. Ouais, la petite baguette magique, ouais, ouais, carrément. Du coup, voilà, tu m'as parlé un petit peu, voilà, je parlais d'avantages, inconvénients. Donc, les inconvénients, c'est que ce métier, ça peut être un peu énergivore et puis intense. Est-ce que tu verrais d'autres, entre guillemets, avantages ou inconvénients par rapport à ce que tu vis actuellement? Alors, un avantage inconvénient, c'est que ça, forcément, ça te renvoie à ta propre situation personnelle ou passée ou présente, au niveau de ton couple, si tu es en couple ou si tu as été en couple. Forcément, des fois, je me dis, tu vois, je pense à une question et d'un coup, je rencontre un couple qui a la même question et je me dis, mais attends, c'est un message de l'univers ou quoi, c'est pas possible. Mais vraiment la même question, quoi. Je me dis, ah ouais. Et c'est drôle, quoi. Moi, ça me renvoie des choses. Donc, en fait, c'est une espèce de autothérapie permanente, quelque part. Tu vois. Et en même temps, bah, je fais bien la part des choses et voilà, chacun son histoire et il n'y a pas de problème. Et c'est pas parce que j'ai trouvé cette solution-là que c'est valable pour tout le monde, quoi. C'est pas une solution universelle. Mais forcément, il y a des fois, je me dis, waouh, Donc, ça ça peut me être parle confrontant, quoi, personnellement. c'est ça. Ouais, ça peut être confrontant. Ouais, complètement. Et en même Et temps, ça permet d'avancer. ouais, exactement. Ça permet d'avancer. Ce qui fait que je crois que j'ai quand même une exigence quelque part du couple, en fait, du couple qui va bien, parce que j'ai l'impression que j'ai des clés du couple qui est plutôt épanoui. Donc forcément, ça crée une sorte d'exigence avec l'autre, quand même, l'air de rien. Parce que tu as l'impression d'avoir quand même compris certaines choses et tu as envie de les mettre en place dans ton couple.
Donc, ce que j'entends, c'est du coup cet effet miroir-là et ton exigence au niveau personnel. Et en même temps, j'ai entendu aussi cette ouverture par rapport au côté professionnel en disant, mais mes exigences ne sont pas forcément justes pour tout le monde et tout le monde n'a pas ces besoins-là. Et donc, ouais, comme deux états, quoi. Cet état-là Ouais. au niveau perso et puis au niveau pro, une autre ouverture et une autre accueil. Oui, tu vois, par exemple, moi, je suis pas forcément dans un couple monogame. Et ben, ça veut pas dire que je suis contre la monogamie. Je comprends pas les couples qui j'accompagne dans leur monogamie, tu vois. Pas du tout. Ouais. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, bon, Ça ça serait un peu... sélectionnerait d'une certaine manière, mais ouais. Là, ce serait pas très ouvert d'esprit, quoi. Mm. Est-ce que tu Et verrais d'autres avantages, inconvénients? alors oui, pour revenir sur le côté énergivore, je crois que c'est vraiment, mais après je le juxtapose à tous les métiers de la relation d'aide. On a besoin d'autant plus, alors je pense que c'est aussi du fait de l'hypersensibilité, je crois qu'on a d'autant plus besoin de se ressourcer ailleurs et c'est hyper difficile, justement, enfin, moi, comment dire, mon challenge, mon auto-challenge permanent, c'est de se dire, OK, je m'investis à fond dans mon travail, mais aussi j'essaie de trouver des ressources extérieure, intérieure, et j'essaie de trouver aussi du temps pour ma famille, etc. Où je suis pas en mode lavette parce que je suis épuisée de tout ce qui s'est passé de la journée. Et les premiers temps, ça a été ça, hein, ça, je me suis vraiment, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde en fait, et je me suis pris à mon propre jeu entre guillemets. J'ai pas réussi à dire non, j'ai pas réussi à dire stop. Je faisais des heures pas possibles. Je faisais mes horaires de journée en tant qu'assistante sociale. Après, je faisais 17h, 21h. Bref, c'était fou. Et où l'année dernière, j'ai pris très peu de jours de vacances. Et voilà, et je pense que j'ai une problématique sur la peur de manquer de l'argent. Parce que je vis toute seule, en fait, avec mes enfants. Et en fait, bah voilà, moi, je dois me débrouiller, quoi. Donc, ça m'a renvoyé à plein de choses, d'être entrepreneur. Moi, entrepreneur, moi, ça m'a jamais fait rêver comme statut, hein. Mais jamais, jamais, jamais. Moi, salarié, ça m'allait très bien, hein. J'avais 8 semaines de congé par an. Je faisais un truc qui m'éclate parce que j'ai toujours fait des jobs passionnels, toujours. Enfin, je sais pas, je crois que j'ai été éduquée comme ça, en fait. Ma mère me disait, fais un truc qui te plaît, quoi, quand même, fais pas n'importe quoi. Et en fait, bah, là, c'était juxtaposer justement ce métier passionnel et en même temps savoir se limiter. Parce que notre énergie, elle est limitée quand même. C'est un Et vrai j'avais, apprentissage, ouais, tout à fait. et se limiter, c'est super dur pour moi. Donc maintenant, je le fais parce que j'ai pas trop le choix, parce que je me dis, oulala, la santé, j'ai eu des problèmes de dos qui sont revenus. Donc, je me dis, oulala, non, là, c'est toi qui trinques. Donc c'est à moi de limiter plein de choses, mais c'est pas inné chez moi, hein, Donc je lutte constamment pour ça, pour trouver l'équilibre, quoi. Je suis tout le temps en train de chercher l'équilibre. C'est un peu fatigant, Mais c'est mais là, intéressant je ton commence partage. à être. Ouais. Mais ça fait presque 4 ans là que j'y suis, donc tu vois, je commence à trouver le rythme. Super, c'est intéressant effectivement de montrer, voilà, parce que tu as un côté comme ça tout feu, tout flamme, et d'expliquer qu'en fait, oui, ok, mais pour le garder, pour le maintenir, c'est aussi un travail, quoi. Mhm. Par rapport à toutes les connaissances sur la sexologie, sur l'intimité, sur le couple qu'on voit actuellement sur le net, dans plein de médias, dans plein d'outils, souvent on voit un peu tout et son contraire au niveau du contenu. Comment toi, bah déjà, comment toi tu vis ça et puis comment tu en parles à tes clients ou autour de toi pour aider les gens à faire un peu cette part des choses? Bah, déjà, premièrement, je trouve qu'il y a des non-professionnels sur Insta, tout ça, je trouve qu'elles ont un discours juste. Et quand je sens qu'elles sont vraiment, ils ou elles sont vraiment en demande de compétences, qu'ils n'aiment pas forcément lire. Bon, s'il y a des livres, j'ai des livres à leur conseiller, mais il y en a qui n'aiment pas du tout lire et je leur dis, OK, bah alors suivez certains comptes sur Insta et qui ne sont pas forcément des professionnels et je leur dis comme ça vous fait réfléchir sur plein de choses. Vous prenez des notes, on en reparle au cabinet, tout ça. Parce que je trouve qu'il y a des non-professionnels qui sont vraiment hyper pertinents. Mais oui, comme tu dis, il y a tout et n'importe quoi. Donc, j'essaye aussi de faire des lives, des choses comme ça. Mais bon,
On va pas faire que ça non plus, hein, sinon c'est énergivore aussi. Je crois qu'il y a une vraie demande d'éducation à la sexualité quand même, positive, parce qu'on a manqué ça, en fait. On a manqué de ça. Puis quand je vois les programmes actuels au niveau de l'éducation nationale sur l'éducation à la sexualité, moi, ça me fait peur. Je me dis, on n'a pas bougé depuis 25 ans, quoi. Faut un petit peu, on parle jamais du plaisir, on parle que. Alors là, il y a la maladie, les maladies, attention, les IST, hein, voilà. Et puis, il y a, attention, tu vas tomber enceinte. Allez, contraception, voilà. Allez, hop, débrouille-toi. Et c'est tout ce qu'on parle. Donc, enfin, vraiment, il y a beaucoup de lacunes, hein. Donc, les gens ont des lacunes. Parfois, ils ne se sont pas forcément très intéressés dans leur adolescence. Quand on fait un petit peu, tu vois, l'anamnèse, on revient sur l'historique. Et en fait, bah moi, je leur dis, c'est pas que si vous venez à 50 ans, c'est pas trop tard. Voilà. On va essayer de doper vos connaissances, quoi. Parce que si vous l'êtes, parce que souvent, ils me disent, oui, je voudrais être une femme ou un homme initiateur, initiatrice, libérée. Alors, on va commencer par le départ. C'est la connaissance de soi, voilà, et de l'autre. Déjà, on va commencer par là. Tu vois, et puis on fait des schémas anatomiques. J'ai des super Donc, schémas anatomiques qui sont assez éducatifs, qui viennent de la Fédération nationale en Belgique de planning familial. Ils sont chouettes. Donc voilà, donc on bosse là-dessus. Bon, après, c'est des discussions, des fois des révélations qu'ils ont d'un coup. Ils disent, ah mais attends, parce qu'en fait, on pourrait faire encore l'amour après l'éjaculation masculine. Bah ouais, pourquoi on s'arrêterait là? Voilà, ce que donc j'entends, c'est cette ouverture aux connaissances qui est intéressante pour toi. ouais. Tu as parlé de notions aussi positives avec cette connexion un peu aux émotions, voilà, et pas que à ce qui peut être dangereux ou malsain. Et du coup, effectivement, plus on ouvre ce panel des possibles et plus, en fait, on est aussi capable de se connaître et de savoir ce qui est bon pour soi. C'est un peu ça, finalement, la piste que tu proposerais. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que des fois, ils ont eu des infos, et puis c'est un petit peu le fouillis, là. On ne sait plus ce qui est bien, ce qui est bon. Ils attendent de nous aussi. On leur donne un peu le là, et après, ils puissent tisser un petit peu leur propre toile, puis après, leurs expériences. Et puis moi, genre, je les rassure toujours en disant, mais attendez, vous en avez des compétences, vous n'arrivez pas avec une feuille vierge, quoi, enfin, une page blanche, quoi. Voilà. J'accompagne aussi des personnes qui n'ont jamais fait l'amour, voilà, qui se posent beaucoup de questions, qui se disent putain, mais ça fait 30 ans, comment ça se fait et tout, avec toutes leurs peurs, tous leurs questionnements, et puis d'autres qui pensent qu'ils ont une sexualité qui leur va, puis finalement il y a eu un événement qui a tout chamboulé, qui se disent ah mais non, mais ça va pas du tout là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai cette sexualité qui est pauvre finalement. Pourquoi je ne me suis pas assez interrogée là-dessus, j'ai pas été assez curieux. Et puis souvent, quand les couples viennent sur la sexualité, c'est parce qu'il y a une grande disparité, un dysfonctionnement dans la sexualité. Il y en a un qui a plus de libido que l'autre, donc ça crée des tensions permanentes dans le couple. Mais souvent, enfin, quand ils viennent avec cette question, ce questionnement-là, bien souvent, c'est un peu le haut de l'iceberg. Donc, on va les gérer, on va aller essayer de régler aussi la communication dans le couple, je sais pas moi, l'intelligence émotionnelle, plein de choses en fait qui sont annexes. On se dit, tiens, rien à voir avec la sexualité, comme ça a priori. Mais en fait, si, il y a vraiment des liens. Il y a vraiment des liens. Donc, on va aller voilà, travailler sur leur modèle de couple, quand ils étaient enfants, quel est leur modèle de couple. Ah, bah en fait, je me rends compte que je suis en train de reproduire inconsciemment la même chose, alors que je ne le voulais pas, moi, ça. Voilà. Donc, non, il y a plein de choses super intéressantes. Des fois, on part sur plein de trucs, des trucs philosophiques. C'est très large et très ouvert, finalement. Ouais, Ouais. très, très, très large, très ouvert. Et puis, en même temps, ça a des liens avec leur situation. Et puis, je trouve que les gens sont beaucoup dans le cérébral. Ils sont pas trop dans le corps. Puis, moi, souvent, je leur rappelle, je dis, bon, la sexothérapie, c'est notre côté quand même mammifère. Donc, on va revenir sur le corps. Après, bon, j'ai une formation voilà, québécoise, tout ça. Ils sont beaucoup sur le corps en Amérique du Nord. Plus que nous. Nous, en France, on est beaucoup sur la psycho. Nous, on explique tout. Ah, bah, c'est psychologique, c'est psychologique. Pas toujours, quoi. Super. Quel Donc, conseil j'essaye de mixer un peu Pardon. tout, tu vois, les courants belges, Oui, avec québécois, toutes tes français. connaissances qui, du coup, font cette Ouais, grosse boîte à outils avec tes 2500 clés, finalement, dedans pour pouvoir ouais. apporter et élargir. Quel conseil, toi, tu pourrais donner à un étudiant ou une étudiante qui dit, ben voilà, c'est un domaine qui m'intéresserait,
Et, et qu'est-ce que je dois faire d'abord? Quel serait le premier pas? Bah, j'ai envie de dire, est-ce que tu es à l'aise avec ta propre sexualité, déjà? Est-ce que tu connais les autres sexualités, les autres orientations sexuelles? Voilà, parce qu'il faut être super ouverte maintenant, hein, sur tout ça, hein. Et puis bah, après, bah, par exemple, Yves Psalty, il est super en sexologue, hein. Donc, on peut le suivre sur YouTube, etc., voir un peu ce qu'il fait, sa formation. Il est sexologue encore, il est praticien encore. Euh, Qu'est-ce qui peut... Bah, ouais, c'est en fait, qu'est-ce que tu veux apporter ton... Oui, alors, mon formateur, là, justement, Yves Sapti disait, en fait, on est en train de former la nouvelle génération de thérapeutes qui est sexophile. Donc, ils pensent que la sexualité, c'est bon pour la santé et tout ça. Ce qui fait un peu peur, parce que tu dis, alors, d'accord, donc ça veut dire que les anciens, ils n'étaient pas forcément sexophiles. Donc ça m'interroge toujours, parce que je me dis, comment on peut être thérapeute couple, sexothérapeute, si on n'est pas, si on est sexophobe, par exemple. Je veux dire, quel message on fait passer à l'autre? Et j'en ai qui ont été suivis par des sexos il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, et je vois que les messages sont très culpabilisants, notamment pour les femmes. Enfin, c'est pas le même message, enfin, c'est pas les messages qu'on fait passer actuellement, pas du tout. Genre, on dit aux femmes, il faut absolument faire l'amour, par les anciens, quoi. Je dis, mais attends. Faut se forcer un Et petit peu et voilà. puis ça ira, quoi. Voilà, forcez-vous, hein, et puis taisez-vous, puis forcez-vous, puis ça va bien aller. Ouais, ça Ouais, résonne un super. peu, pas, ouais, un peu pas très juste, ces injonctions-là. Non. Pour clore, en un mot ou une phrase ou un concept, comment ça se résume pour toi, ta vision de la sexualité ou de la vie intime? Des fois, les couples me disent, pour plaisanter, est-ce que c'est pas... ils ont besoin d'avoir un espèce d'aval. Est-ce que c'est pas 80% du couple? Je pourrais pas le quantifier comme ça, en fait. Mais je sais qu'on est des mammifères. Je sais que ça nous fait du bien, un bien fou. Je l'explique aussi beaucoup par l'apport des hormones. Tu vois, je parle beaucoup des hormones, la sérotonine, dopamine, l'ocytocine. Je parle beaucoup, beaucoup de l'ocytocine. Et souvent, mon message, c'est peut-être que peut-être qu'il y a un manque d'éducation à la sexualité, il y a trop de tabous parce qu'on n'en parle pas assez. Et donc, l'idée d'en parler va débloquer les tabous, débloquer les blocages. Et voilà, c'est plutôt ça mon idée, c'est de... On peut pas être tous sexophiles et penser que la sexualité, ouais, c'est 80% de notre vie, quoi. C'est pas ça. C'est juste trouver en soi un certain équilibre de vie. Et puis de se dire aussi que ça peut évoluer dans la vie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis peut-être un peu moins sexophile que ça peut pas évoluer au cours de ma vie. L'idée, c'est pas de se fermer, quoi. Moi, des fois, je leur dis, les outils que je vous propose aujourd'hui, peut-être ça vous parle pas, mais peut-être que dans 6 mois, un an, ça va vous parler. Et je le vois des fois. Je vois que il faut du temps, quoi, pour élaborer tout ça. C'est pour ça que j'ai créé des packs de communication pour le couple, des packs libido avec des vidéos pour qu'en fait les gens ils apprennent. En fait, je sens qu'il y a des gens qui veulent apprendre. On est dans un système, ouais, développer ses compétences, ça se sent en fait. Donc, et de niveler les compétences pour l'un et l'autre quoi, dans le couple. Et puis de s'interroger. Donc moi j'ai été élevée dans une famille où il y a beaucoup de débats philosophiques et donc je leur apprends à avoir ces débats philosophiques en fait, sans se dire ah j'ai tort, enfin plutôt j'ai raison, tu as tort et dans une guerre des égos. On essaye de sortir de ça. Je dis, essayez d'avoir pas trop d'ego dans le couple en fait. Mettez votre ego de côté parce que sinon ça marchera jamais en fait. Parce qu'on n'a pas une vérité universelle et l'autre elle a voilà. Et donc, on essaye de faire juxtaposer nos deux vérités, quoi. Donc, pour revenir à l'intimité, bah, j'ai l'impression que c'est un apprentissage quand même. Moi, mon credo, c'est la sexualité, c'est pas inné, c'est un apprentissage continuel. Donc, ça veut dire que je me mets en condition d'apprentissage et ça veut dire que ça développe chez moi de la curiosité. En fait, j'ai besoin d'être curieux, curieuse pour apprendre. Ça veut dire que je mets de nouveau aussi mon ego de côté, tu vois et je me mets en position d'apprentissage
Et je me dis, peut-être j'ai appris des trucs qui sont plus ou moins vrais. Je vais essayer de me remettre en question par rapport à ça. Et j'ai une espèce de remise en question permanente aussi, régulière, aussi en fonction des partenaires que on peut rencontrer. Euh, et en fait, je me dis, je sais pas tout sur tout. Donc j'ai un mythe qui s'appelle, je crée un truc qui s'appelle le mythe du Don Juan. Et je leur dis, voilà, le mythe du Don Juan, on va le casser, quoi. Voilà. Il n'existe pas. Le Don Juan, il n'existe pas. La bonne amante, la bonne maîtresse, le bon amant n'existe pas. C'est nous qui allons le créer ensemble, dans la communication, dans plein de choses, dans l'expérimentation. Mais de base, ça n'existe pas. Donc déjà, tu vois, ça leur permet C'est un aussi de... champ d'exploration, du coup. Comment? C'est un champ d'exploration. Exactement. Permanent, quoi, toute la vie. Donc, c'est pas parce que vous êtes peut-être dans cette situation actuelle que ça va durer toute la vie. Par contre, ça va pas arriver par l'opération du Saint-Esprit. Donc, si vous voulez évoluer la situation, bah ouais, j'ai envie de dire, mettez-vous au travail, entre guillemets, quoi. Tu vois, tu peux faire avancer le schmilblick, tu peux évoluer quand même certaines choses. Puis après, il y a l'expérimentation avec le partenaire, la partenaire, par la communication aussi. Mais souvent, si tu veux avoir une bonne communication intime, bah déjà, il faut avoir une bonne communication relationnelle, affective, et déjà, on démarre là-dessus. La communication intime, je dis, oh, attends, on va voir ça plus tard, ça. Hein, on va déjà voir, c'est quoi une bonne communication relationnelle, affective? Ok, vous avez besoin de quoi, vous? Donc, tu vois, on parle des 5 langages de l'amour, on parle des bienfaits, des compliments, enfin plein de choses, quoi. Et ça permet déjà de faire avancer le schmilblick, quoi. Voilà, bon, je suis partie sur plein de trucs. C'était d'une super richesse. J'étais en train de dire, voilà, je vais essayer de clore et en même temps, moi, ça m'est difficile de clore et parce que c'est très, très riche tout ce que tu as apporté. Ça a été bien au-delà de juste mes questions et de juste, voilà, juste poser de manière hyper, voilà, c'était très engagé tout ce que tu as partagé. Euh, plein de grilles de ressources, de compétences, de réflexion. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris ce temps. Et j'espère que voilà, les gens qui vont regarder seront aussi intéressés que moi de